Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais laisser la parole à Céline, si elle veut dire quelques mots. On m'entend? Oui. Est-ce que tout le monde m'entend? Je vais porter ma voix, même si c'est à travers un ordinateur, pour que tout le monde s'entende. Alors, bonjour, je suis Céline Bello, professeure à l'école de travail social, et j'ai été jusqu'à l'année dernière directrice de l'école, et donc c'est avec Leïla notamment que nous avons créé cette entente partenariale pour soutenir en fait une cohorte d'étudiants français chez nous à l'école. Donc l'école de travail social à l'Université de Montréal, c'est 800 étudiants de premier, de deuxième et de troisième cycle, donc avec un doctorat en travail social. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on a accueilli la première cohorte, avec toutes sortes de difficultés dans le contexte de la Covid, de l'instauration d'une nouvelle cohorte, avec toutes sortes de questionnements et aussi de chocs culturels sur ce que ça veut dire une scolarité de doctorat au Québec. Mais je pense qu'on voit, en fait, 2 ans plus tard, que leurs projets se prennent forme, que leurs questionnements prennent forme aussi. Donc, vous les présenter l'état, en fait, de là où en sont leurs projets 2 ans plus tard. Alors, on espère donc que tous vont franchir la période de développement de leur projet, de leur réalisation, et on pourra assister à de belles substances de thèse dans quelques années. Donc, sans plus tarder, je vais les laisser parler de leur projet, et je vais les écouter du Québec. Merci Céline. On laisse la parole tout de suite à Sabrina. Voilà, en fait, c'est une équipe gagnante. Il y a une dynamique incroyable dans cette première cohorte. Donc, l'entraide est très naturelle. Ouais, bon, excusez-moi. Bon, bonjour déjà, moi je me présente, Sabrina Limite. Je ne sais pas si le son est trop fort, ça va? Bon, alors, comme elle a dit gentiment Leïla, soyez très indulgents, ça va être une première pour moi, donc je vais essayer de faire au mieux. Je vais vous présenter du coup mon travail, là où j'en suis actuellement par rapport à mon travail d'élaboration de projet de thèse, parce qu'on n'est qu'à l'élaboration. Donc, pour ce faire, je vous ai fait une petite présentation brève par PowerPoint. Je vais essayer en même temps de limiter mon temps pour rester le plus proche possible de ce qu'on m'a demandé. Donc, moi, mon sujet, grosso modo, c'est la reconstruction identitaire des femmes judiciarisées pour des faits de terrorisme en France. Donc, pour ça, je vais vous expliquer pourquoi je suis arrivée à ce sujet-là. Si j'arrive à faire passer l'écran. Ouais, c'est ce que je fais. Excusez-moi. Non, ça ne va pas. Bon, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, du coup, moi, en fait, c'est mon expérience professionnelle qui m'a conduite. Alors, à la base, je suis travailleur social, je suis tutrice spécialisée de prévention spécialisée plus particulièrement. Enfin, j'ai un long parcours en prévention spécialisée. Super, impeccable. Et puis, de toute façon, j'allais commencer par mon expérience, comme vous le voyez. Et du coup, c'est mon expérience professionnelle qui m'a conduite à entrer dans le champ du socio-judiciaire. Alors, je suis marseillaise, je pense que ça s'entend un peu. Il y a quelques années, dès 2015, en fait, je suis intervenue auprès des personnes judiciarisées pour des faits de terrorisme. Donc, je vais vous parler un petit peu de ça. Ensuite, je vous amènerai sur mon objet de projet d'étude, donc mon projet de thèse. Je vous donnerai des éléments juridiques en lien avec justement la question que j'ai élaborée. On parlera un petit peu des concepts que je vais utiliser dans ce cadre-là. En tout cas, à ce stade précis. Donc, les concepts, entre autres, c'est le stigmate de Goffman, et dans les théories, dans une approche intersectionnelle, qui est un peu le vent en poupe en ce moment et sur lequel je reviendrai pour donner une définition, et ma démarche méthodologique. Après, je conclurai sur l'actualité en ce moment, puisque c'est vrai que c'est toujours d'actualité les questions liées au terrorisme. Ok. Donc, mon expérience, comme je vous le disais, j'ai commencé en 2015 par rapport au traitement de la dite radicalisation violente. J'étais coordinatrice, en fait, dans l'administration pénitentiaire sur le premier plan de lutte antiterrorisme qui a été mis en place suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015, où dans les médias a commencé à apparaître la question de les gens se radicalisent en prison, qu'est-ce qu'on fait pour enrayer ce phénomène, comment est-ce qu'on attaque ça? Le gouvernement a mis en place une réponse
un peu vitrine, pas assez élaboré à mon goût, mais qui a quand même porté une expérimentation qui aujourd'hui s'est pérennisée. Et donc moi j'étais dans les prémices en fait des premiers recrutements liés à cette question du traitement de la radicalisation en prison. Donc j'étais coordinatrice et en même temps travailleuse sociale, parce qu'il a fallu gérer, essuyer les plâtres de la mise en œuvre de nouveaux dispositifs expérimentaux, avec notamment les questions liées aux différences de culture entre administration pénitentiaire et travailleurs sociaux. Donc j'ai intégré dans ce cadre-là. Ensuite, je suis montée à Paris, parce que comme j'avais une expérience un peu atypique au plus proche des personnes incarcérées pour des faits de terrorisme ou en voie de radicalisation, j'ai intégré une association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale qui a mis en œuvre un nouveau dispositif expérimental sur l'accompagnement de ces mêmes personnes, mais exclusivement en milieu ouvert. Donc j'ai un collègue d'ailleurs qui est ici avec moi, qui est venu me voir. Donc exclusivement en milieu ouvert, qui nous a permis d'élaborer autour des questions de l'accompagnement sur la base de plusieurs dispositifs, notamment des outils en forensique, comme l'utilisation d'outils de psychocriminalité pour nous aider à élaborer autour de ça, en lien avec des chercheurs pour essayer également de pouvoir mettre en perspective la pratique des travailleurs sociaux en lien avec la recherche pour travailler autour de l'accompagnement. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à questionner un petit peu, donc ça c'est le dispositif expérimental, à questionner un petit peu le traitement entre travail social et lutte antiterrorisme, sachant qu'en fait on a accompagné des hommes et des femmes entre 18 et 57 ans environ, je crois que le plus âgé avait à peu près 57 ans, sortant de détention ou pas, parce que du coup il y en a qui ne sont pas passés par la détention, c'est au regard des faits reprochés bien entendu, et en attente de jugement ou condamnés pour des faits de terrorisme. Donc c'était expérimental, on avait des personnes en contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique mobile, qui sont des dispositifs de l'administration pénitentiaire qui permettent de suivre au plus près les personnes dans ce cadre-là. Et dans ce dispositif, j'ai une majorité de femmes accompagnées, entre 18 et 25 ans, qui étaient revenues pour la plupart de Syrie ou qui avaient tenté de s'y rendre, qui avaient des vérités de départ, et pour la majorité aussi qui étaient revenus avec enfants ou partis déjà avec enfants. Donc on a travaillé sur du mentorat autour de ça, et c'est finalement ces questionnements qui ont commencé du coup à me triturer un petit peu, qui m'a amené à me demander en fait comment, en tant qu'en plus travailleur social, on accompagne les personnes sur la reconstruction identitaire des femmes judiciarisées pour des faits de terrorisme en France, du coup, puisque du coup c'est un traitement judiciaire particulier, et donc notamment revenues de zones irako-syriennes ou ayant tenté de s'y rendre, qui sont porteuses d'inégalités intersectionnelles que je définirai plus tard. Alors, inégalité intersectionnelle comme femmes, c'est des catégories, des caractéristiques, mais femmes racisées, d'origine sociale diverse, avec un héritage culturel. Donc ces inégalités qui sont renforcées ou auxquelles s'ajoute le stigmate, que je définis donc stigmate de terrorisme, entre guillemets bien sûr, puisque c'est en élaboration, dans le contexte politique, médiatique, social, judiciaire français. En fait, ce qui m'a conduit à cette question, c'est quand le dispositif s'est arrêté, j'ai continué mes études, ce qui m'a amené finalement au doctorat. J'ai du coup rencontré dans le cadre j'ai fait un master 2 juste avant, et j'ai interviewé une des jeunes que j'avais accompagnée préalablement. En lui posant une des questions, je lui demandais si tu en avais la possibilité aujourd'hui, avec le recul. Ça y est. Ok. Et du coup, je me suis un peu questionnée là-dessus. Donc déjà, je me suis dit que juridiquement, il fallait définir ce que c'était. Et juridiquement, en fait, ces personnes accompagnées, elles étaient dans le cadre de ce qu'on appelait Association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Donc AMT, c'est l'anagramme un petit peu raccourci. Mais grosso modo, c'est pour les personnes qui ont participé à un groupement formé, à une entente établie en vue de la préparation, ou qui ont une appartenance démontrée à un groupe qualifié de terroriste, ou qui ont mis en place des moyens logistiques, qui ont contribué à mettre en place des moyens logistiques, qui ont financé aussi, pour certains. J'ai même eu des papas qui avaient envoyé juste de l'argent à leurs filles parties en Syrie pour lesquelles ils n'étaient pas d'accord, qui se sont retrouvés inculpés pour des faits de terrorisme parce que financement d'une entreprise terroriste pour avoir envoyé de l'argent à leurs filles. Et donc voilà, alors dedans il y a aussi ce qu'on appelle la divulgation numérique de propos à caractère terroriste, il y a à un autre degré l'apologie du terrorisme qui entre en compte. Et donc tout ça, ça pose la question quand même de qu'est-ce que ça regroupe en fait, être qualifié
juridiquement ou aux yeux notamment surtout de l'opinion publique qui n'a pas les éléments intérieurs de ce que c'est, que d'être dit potentiellement en examen pour association de malfaiteurs en vue d'entreprise terroriste. Alors, quelques chiffres. En novembre 2020, sur 503 personnes incarcérées et en examen, environ 273 ont été condamnées définitivement. Et 232 sont en attente de jugement. En 758 personnes l'ont été pour des faits de droit commun, ça veut dire qu'ils ne sont pas incarcérés ou ne sont pas mis en examen pour terrorisme, mais soupçonnés de radicalisation. Là aussi, la limite, les questions se posent sur qu'est-ce qu'on porte dans le soupçon, dans l'intention. Il faut savoir qu'en France, on est les seuls en Europe, voire dans le monde, à caractériser une intention. On ne juge pas une intention, mais en France, on le fait. Mais après, bon, bien sûr, il faut que ce soit prouvé, procéduralement parlant, voilà, que les faits soient avérés. Et environ 150 personnes sont sous procédure judiciaire liée à des faits en 2021. Une soixantaine sont prévues de sortir en 2021, donc ça c'était les chiffres 2020. Donc là, certains sont amenés à sortir. Donc, moi je me suis intéressée du coup à cette question de le stigmate, en fait, par rapport à cette notion de terrorisme. Pour Irving Goffman, pardon. La définition du stigmate, ça servira à désigner un attribut qui jette un discrédit profond, mais il faut bien voir qu'en réalité, c'est en termes de relation et non d'attribut qu'il convient d'en parler. L'attribut qui stigmatise tel possesseur peut confirmer la banalité de tel autre et par conséquent ne porte par lui-même ni crédit ni discrédit. En fait, vraiment, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'est qu'on se centre sur la relation et non sur la personne, parce qu'en fait, même dans le processus de stigmatisation, on peut tous être plus ou moins, tout le monde peut passer par là. On y entre, on en sort, on l'est quand on est dans le cadre de l'altérité, en fonction des personnes que l'on a en face de vous, et forcément, ça implique dedans de remettre en question la notion notre notion d'identité. Et pour Goffman, la conception du stigmate est perçue comme un élément constitutif de l'identité personnelle d'un individu. Pour lui, l'identité personnelle, donc c'est ce qui est visible de nous, donc les signes patents qui jouent le rôle de porte-identité, qui vient perturber l'identité sociale et virtuelle. C'est le rôle supposé que l'on a aux yeux des autres. Et ceci se fait en disqualifiant l'individu par la dépréciation de son identité sociale réelle, donc le rôle que les autres vont retenir de nous. Avec des conséquences bien sûr néfastes sur son identité pour soi, ce que l'on ressent de ce que l'on est. Et c'est là où moi je vais me situer justement en m'intéressant à ces femmes, ce que l'on ressent de ce que l'on est, leur identité pour soi, comment est-ce qu'elles le vivent et comment elles se reconstruisent à travers ça. Je vais essayer d'accélérer parce que je parle trop. Donc pour ça, je vais essayer je passe par la question de l'approche intersectionnelle qui est à mettre en lien avec le stigmate de Goffman. L'approche intersectionnelle, elle a été définie de telle manière par Kimberlé Crenshaw en 1989, mais les études sont ancrées les théories se sont ancrées dans le féminisme noir américain notamment, et ça s'est développé aussi dans le féminisme européen. Mais grosso modo, l'intersectionnalité telle qu'elle le définit Crenshaw, c'est une conceptualisation qui tente de mettre en évidence tant les conséquences structurelles que les dynamiques de l'interaction entre deux ou plusieurs axes de subordination. Elle s'intéresse spécifiquement à la manière dont le racisme, le patriarcat, l'oppression de classe, et il y a d'autres types de caractéristiques, autres systèmes de discrimination, créent des inégalités de fond qui structurent les positions relatives des femmes, comme l'ethnicité, la classe et autres. Ça, c'est Harper qui a redéfini, qui a donné la définition de Kimberlé Crenshaw. En fait, le but de l'approche intersectionnelle, c'est de pouvoir s'orienter sur les points aveugles notamment, de pouvoir regarder à l'intersection de plusieurs types de discrimination comment ces femmes-là vivent le stigmate en elles-mêmes, alors qu'elles sont le stigmate de terrorisme, alors qu'elles sont déjà porteuses de plusieurs caractéristiques qui peuvent venir déjà les mettre dans une relation de domination ou de pouvoir ancrée antérieurement. Par exemple, les femmes qui vont concerner ma recherche, ce sont du coup des jeunes femmes entre 18 et 25 ans, donc qui sont exclusivement des femmes, qui sont pour la plupart d'origine ethnique différente, qui ont grandi pour beaucoup en banlieue, zone de quartier de politique de la ville,
et qui sont de confession musulmane, donc ils sont porteurs de plusieurs types d'éléments qui peuvent venir induire ou caractériser des discriminations. D'ailleurs, je les ai un peu définis là, du coup, religion, etc. Pour ce faire, dans ma méthodologie de recherche, moi, étant donné que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer ces personnes et de les approcher, d'échanger avec elles, je me suis dit que ce serait intéressant de partir sur les questions de récit. Et donc, dans le cadre d'une recherche qualitative, le but c'est d'étudier et contribuer à documenter la réalité et le trajectoire de ces femmes. Par le récit, donc, en prenant en compte leurs paroles, leurs expériences, les amener à se livrer à ce sujet-là, et pour pouvoir après en faire une analyse ou l'instituer dans un cadre. Sur une période longitudinale, ça va me permettre sur la durée de voir comment elles se repositionnent après les entretiens qu'on aura pu mener, en se re-questionnant sur leur propre trajectoire, et du coup aller un peu plus loin dans le discours de ce qu'elles vont pouvoir apporter, et comprendre le mécanisme à l'œuvre. Donc avec des entretiens ouverts, voire semi-directifs, et pour l'échantillonnage, étant donné que moi j'ai rencontré ces personnes-là, je vais m'appuyer sur celles que j'ai déjà rencontrées, par l'effet boule de neige, essayer de toucher les personnes qui vont rayonner autour et me servir également de mon réseau qui du coup est un réseau assez petit, celui de la radicalisation violente ou des professionnels de la radicalisation violente, qui vont me permettre du coup de pouvoir aller à la rencontre d'autres personnes. Ah, ok. Ok, je vais finir, ne vous inquiétez pas. Du coup... non, c'est pas grave. Ah, voilà. Ok, très bien. Alors, juste pour venir sur les risques, le fait d'être moi-même travailleur social et d'être maintenant en position de chercheur, il y a évidemment des questions qui se posent sur les risques éventuels éthiques. C'est de passer de la relation d'ancienne accompagnante et accompagnée à aujourd'hui chercheur et personnes participantes à la recherche. Le risque, c'est d'induire des réponses involontairement parce qu'elles auraient peut-être une volonté de me faire plaisir ou de répondre d'une certaine manière pour ne pas heurter aussi ma sensibilité éventuelle. Et donc, ça pourrait biaiser le contenu du discours et ça pourrait exercer une pression. Tout ce qu'on veut éviter, parce que c'est tout l'objet du travail, de rapport de domination sur l'autre. Donc, pour ce faire, ça va être important de clarifier le cadre avec elles. Et rappeler du coup dans quel cadre on échange et les théories intersectionnelles vont permettre aussi de répondre à cette difficulté par le fait qu'elles incitent à appréhender la personne comme non homogène et à se centrer sur nos propres rapports avec les catégories que l'on va interroger. Et les avantages, et je finirai là-dessus, encore, merci, c'est que le fait d'être ancien travailleur social, ça a quand même des avantages de les avoir accompagnés. C'est comme c'est un public quand même assez... dans un milieu très sensible, très politisé, très médiatisé, où c'est un peu ce qu'on appelle vulgairement, ce qu'elles appellent aussi la sphère djihadiste, où tout le monde connaît tout le monde, et qu'il est facile de reconnaître des personnes. Moi, pour avoir lu des livres sur la question, tout en accompagnant des jeunes filles, je les ai reconnues sans qu'elles me le disent. Et quand je suis retournée vers elles en leur disant c'est toi qui es dans le bouquin de monsieur machin ou madame machin, ah oui, j'ai été interviewée, bon, je t'ai reconnue, c'est toi qui t'appelles, oui, c'est moi. Donc, ça veut dire que quand on est au plus près, quand même, on arrive à reconnaître des caractéristiques. Et le but, du coup, c'est d'essayer de, moi, me permettre d'éviter de les mettre en danger par rapport à ça, de respecter leur dignité et leur intégrité par le biais de la relation de confiance qu'on va avoir. Ainsi, ça va me permettre de faciliter aussi, peut-être, d'une part, l'émergence de cette parole, parce qu'elles sont suffisamment en confiance pour se permettre d'élaborer sur leur propre parcours, et en même temps, de pouvoir toucher d'autres personnes, parce qu'en étant dans un milieu assez restreint, on arrive à aller un peu plus loin sur ces questions-là. Donc voilà, moi l'objet, ça va tourner un petit peu autour de tout ça, et je vais m'arrêter là, parce que Leïla me fait le gros yeux, et donc je suis encore en élaboration par rapport à tout ça, et je vous remercie de m'avoir écouté. J'avais plein de choses à dire encore. Merci, non, c'était passionnant. Ce que je propose, si vous en êtes d'accord, c'est que, en espérant que ces pairs mettront un peu moins de temps à présenter leur... parce que le temps de l'échange est aussi important que la présentation, c'est que je propose que les doctorants passent les uns après les autres, notez vos questions, et à ce moment-là, on aura un temps un peu plus long d'échange, si vous voulez bien. Donc, Daalani,
Je vais vous présenter les prémices en réalité de ce travail de projet de thèse qui a un intitulé provisoire que Laïla vous a certainement transmis et qui est Mayotte à l'épreuve des questions sociales de sa jeunesse. Alors, il faut savoir que moi je réside à Mayotte. Actuellement, je dirige une association médico-sociale et face aux différentes problématiques sociales que rencontre ce territoire. Ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin et de m'inscrire dans une démarche de recherche, d'où mon intervention ici en lien avec l'IRTS et Montréal. Donc, vous donner quelques éléments de contexte concernant Mayotte. Vous dire que c'est un département d'outre-mer, le 101e département d'outre-mer. Donc, Mayotte est département depuis maintenant 10 ans. Donc, c'est rien du tout à l'échelle de la départementalisation des autres départements de France. Vous indiquez également qu'en réalité, Mayotte est française depuis 1841, puisque touche la phase de colonisation plus largement de l'archipel des Comores, constitué de 4 îles, Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte. Et puis, à un moment où ces îles-là ont souhaité s'inscrire dans une démarche d'indépendance, dans les années 1970, 75 précisément, Mayotte a souhaité rester dans le giron français, ce qui signifie que les 3 autres îles, Grande Comore, Mohéli, Anjouan, ont obtenu leur indépendance et font partie de l'Union des Comores, et Mayotte est resté dans le giron français et est devenu dans un premier temps territoire d'outre-mer et ensuite département d'outre-mer en 2011. Depuis, un certain nombre de défis en fait s'opèrent sur ce territoire-là, puisque je vais vous donner quelques chiffres pour vous permettre de mesurer, on va dire, les réalités de ce territoire. Mayotte est le département qui cumule les indicateurs les plus au rouge en France. 80% de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté. On a 30% des habitants de Mayotte qui vivent dans des logements qu'on pourrait qualifier d'indignes, sans eau et sans électricité. Mayotte, c'est une population d'environ 300 000 habitants, pour vous donner un ordre de grandeur. Mais Mayotte a aussi des forces qui peuvent être interprétées comme aussi des faiblesses si elles sont amplifiées, et qui ont fait l'objet, on va dire, du focus que moi je souhaite réaliser sur mon projet de thèse. Ces forces sont sa jeunesse. Nous avons plus de 10 000 naissances par an à Mayotte. Donc la première maternité d'Europe, un seul centre hospitalier, donc c'est énorme. 50% de la population de Mayotte est une population jeune, moins de 18 ans, 75% à moins de 30 ans. Ce qui fait de Mayotte le territoire, le département le plus jeune de France. Vous avez également d'autres réalités qui touchent la jeunesse mahoraise, qui est le taux d'illettrisme ou d'alphabétisation le plus fort de France. Et vous avez aussi 90% des jeunes bacheliers de Mayotte qui ne passent pas la première année universitaire lorsqu'ils se rendent soit en métropole, soit à La Réunion. Et pour finir, un dernier chiffre, vous indiquez que le taux de chômage à Mayotte est de plus de 30%, donc 3-4 fois supérieur à celui du territoire national, avec celui de la jeunesse qui frôle de 50%. Donc, vous voyez, les problématiques sociales, les questions sociales ne manquent pas à Mayotte. Et pourquoi la jeunesse? Parce que, étant donné que c'est un territoire riche, d'une jeunesse, on va dire, très en avant, très fertile, il était pour moi assez naturel de réaliser, on va dire, un focus sur cette thématique-là. Alors pourquoi Mayotte à l'épreuve des questions sociales de sa jeunesse? Puisque on a
un dicton en France qui dit qu'on apprécie une société à la manière dont elle s'occupe de ses aînés. J'ai envie de dire qu'à Mayotte, on pourrait dire la même phrase, mais en remplaçant la jeunesse par les aînés, puisque les aînés constituent 4% de la population, donc ce ne sont pas exactement les mêmes problématiques qu'on rencontre. Dernier élément, c'est que vous avez l'histoire qui doit être prise en considération. Mayotte ne peut pas s'analyser indépendamment, c'est-à-dire que sa proximité avec les îles voisines, les îles cousines comoriennes, génère on va dire des flux migratoires extrêmement importants, dont certains habitants de la population mahoraise analysent comme les maux de tous leurs problèmes. S'il existe toutes ces problématiques à Mayotte que je viens de vous citer, c'est parce que l'immigration est forte et que les Comoriens n'assument pas leur indépendance et que nous avons par an en 2019, près de 30 000 reconduites à la frontière. Donc Mayotte est le département où le nombre de reconduites à la frontière est le plus fort de France pour une population de 300 000 habitants. Vous avez un habitant sur 2 à Mayotte qui est étranger. Voilà, vous voyez un peu le paysage. Concernant la jeunesse, mon questionnement est venu sur le fait qu'à partir de ces constats-là, de ces réalités-là, moi j'ai voulu m'interroger, j'ai voulu réaliser une étude sur comment un jeune peut grandir dans ce contexte-là. Un contexte de scolarité difficile, tout le monde n'est pas scolarisé, et quand on l'est, on n'est pas sûr de pouvoir aller au bout. Un contexte de violence important, un contexte de discrimination liée notamment aux questions d'immigration, un contexte de chômage fort. Donc, il m'a semblé à moi intéressant de creuser ce sujet, ces différentes questions sociales que rencontrent les jeunes de Mayotte, sans faire forcément à ce stade-là de différenciation entre un jeune de nationalité française et un jeune étranger, quand bien même il est en situation régulière. Donc à ce stade-là, j'observe, je rencontre, je me documente sur les différents obstacles ou facilités ou réalités, le terme le plus approprié, que rencontre la jeunesse de Mayotte pour pouvoir grandir. C'est à ce niveau-là, on va dire, de réflexion que je suis aujourd'hui. Vous donner quelques éléments qui m'ont interpellé dans les premières investigations, sans rentrer dans une enquête à proprement parler, mais dans les premières explorations. Vous avez à Mayotte ce qu'on appelle un turnover dans la scolarisation. Le nombre de classes est tellement limité que vous avez des enfants qui vont à l'école le matin et des enfants qui vont à l'école l'après-midi, parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Les enfants dont les parents sont en situation, qui sont issus de l'immigration, ne sont pas scolarisés à Mayotte, puisque les tensions politiques sont extrêmement fortes. Donc pour un département français qui a, on va dire, posé un certain nombre d'espérances, à la fois pour la population et en particulier pour la jeunesse, qui voyait en Mayotte un peu une sorte de rêve américain, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... il me semble que je suis à 9 minutes, il me reste 1 minute, si je suis bon. Un peu ce rêve américain qui donne quelque part une perspective d'égalité des chances, une perspective de liberté, une perspective de fraternité aussi dans les problématiques qu'on est amené à rencontrer. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur la tenue de la promesse républicaine à destination des jeunes de Mayotte. Tous ne peuvent pas être scolarisés, tous n'auront pas forcément accès à un emploi comme on peut le voir en métropole, même si en métropole on rencontre également des difficultés qui sont fortes, mais qui me semble-t-il sont un peu amplifiées à Mayotte. Et donc c'est tout ce sujet-là qui va faire l'objet quelque part de ce projet de thèse. Donc, je vais rester à votre écoute une fois que mes collègues seront passés pour répondre à des interrogations, des commentaires, des questionnements que vous pourrez poser. Et puis je vais m'arrêter là, parce que j'arrive au bout des 10 minutes. Je vous remercie pour votre écoute.
Merci Darlani. On va passer maintenant à la présentation de Xavier Florian, qui est en train d'installer son PowerPoint. Bonsoir. Donc moi, je m'intéresse aux relations, aux rapports qui existent ou qui existeraient entre la création d'une discipline de travail social, qui est à l'ordre du jour en ce moment, mais qui est une ancienne dans le secteur, et la question de la reconnaissance du travail social et des travailleurs sociaux. Et je me demande plus particulièrement à quelles conditions la création d'une discipline de travail social peut-elle contribuer à une meilleure reconnaissance du travail social et des travailleurs sociaux. Alors je vais aborder 3 points. Le premier, c'est on va éclairer un tout petit peu la notion de discipline. La deuxième, c'est on va regarder ce thème, la création d'une discipline, dans le plan d'action du gouvernement de 2015. Et enfin, c'est le point le plus intéressant, c'est ça l'objet de ma recherche, c'est des pistes interprétatives ou des hypothèses qu'à mon avis, la discipline ferait bien de prendre en compte si elle veut effectivement favoriser la reconnaissance du travail social et des travailleurs sociaux. Qu'est-ce qu'une discipline? On va aller très très vite. Dans un doctorat, ça c'est 20 pages. 6 caractéristiques, 2 définitions. La première, Krishnan 2009, qui dit il y a 6 caractéristiques à une discipline. D'abord, c'est un objet de recherche particulier, un corpus de connaissances spécialisées, des théories et des concepts qui lui sont propres, des terminologies spécifiques adaptées à l'objet de recherche, une théorie, des méthodes de recherche spécifiques et une manifestation ou des manifestations institutionnelles de l'enseignement, etc., qui permet une transmission. Si je vous ai proposé une deuxième définition en dessous de Couturier, Belzile et Siméon 2014, qui se recoupent, on retrouve finalement les mêmes éléments, qui disent qu'il y a discipline à partir du moment où savoir et conduite sont mis en forme par un système de règles, de sorte qu'il constitue un corps unifié, identifiable pour soi et pour les autres. Je ne vais pas m'étendre plus sur cette question de discipline, parce que ce qui va être intéressant, c'est aussi que les objets qu'on travaille, les problématiques qu'on rencontre, ont nécessité parfois de convoquer plusieurs disciplines. Et là, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, pluri- et multidisciplinarité, c'est la juxtaposition de disciplines. Donc plusieurs disciplines qui vont traiter une problématique, mais qui ne vont pas se parler entre elles. Chacune va rester sur son territoire, sur ses objets de recherche, sur ses méthodologies. Le deuxième niveau, c'est l'interdisciplinarité, où il y a un rapport de métissage qui s'opère entre les disciplines, de sorte que chaque discipline va se transformer en contact des autres. Et enfin, il y a la notion de transdisciplinarité, où, quand on va traiter certaines problématiques, on va non seulement convoquer plusieurs disciplines, mais également d'autres types de connaissances, comme par exemple les savoirs professionnels ou les savoirs d'expérience. Donc si on regarde le travail social, on peut le considérer comme un corpus transdisciplinaire qui cumule des approches disciplinaires, interdisciplinaires et profanes. On pourrait aussi dire qu'il prend en compte et qu'il articule les savoirs académiques, donc les théories, les concepts, etc., les savoirs professionnels et les savoirs d'expérience. Alors, la place de la notion de création d'une discipline dans le plan d'action du gouvernement, donc je rappelle que ce plan d'action de 2015 fait suite aux États généraux du travail social de 2014. Et ce plan prévoit beaucoup de choses, mais il prévoit notamment plusieurs orientations qui visent à répondre au malaise des travailleurs sociaux et à favoriser leur meilleure reconnaissance. Et c'est en particulier l'axe 3 de ce plan qui s'occupe particulièrement de cette question-là, et qui s'intitule « Mieux reconnaître le travail social », donc c'est explicite, et moderniser l'appareil de formation. Donc on voit bien que la reconnaissance, déjà, passe par la formation. Et il est prévu un certain nombre d'actions à ce sujet, dont le fait d'inscrire progressivement le travail social dans un parcours qui vise un haut niveau de compétences, en combinant à la fois un parcours de formation professionnalisant et l'acquisition de connaissances théoriques. On l'a vu notamment avec le fait que les formations travailleurs sociaux ont été gradées licence, ça fait partie du processus. Il est prévu dans ce plan d'action la création d'un doctorat en travail social qui permette de reconnaître l'intervention sociale comme champ de recherche, puisque vous l'avez compris, l'objet d'un doctorat, c'est de faire de la recherche. Et enfin, de constituer à terme une discipline universitaire ou académique en travail social. Donc, dans ce plan d'action, il y a clairement une corrélation qui est établie entre une meilleure reconnaissance du travail social et des travailleurs sociaux et la création d'une discipline.
Alors, je travaille actuellement sur deux pistes interprétatives, deux hypothèses, dont je pense qu'elles mériteraient d'être prises en compte par cette discipline, si elle veut effectivement favoriser une meilleure reconnaissance du travail social et des travailleurs sociaux. La première piste, c'est l'idée que la recherche, telle qu'elle est pratiquée, ne permet pas de rendre compte de l'intervention des praticiens. L'auteur central autour duquel je tourne, c'est Donald Schoen, mais il y a d'autres auteurs, évidemment. La deuxième piste interprétative, c'est l'idée que les objets d'intervention des travailleurs sociaux sont prédéfinis. On va creuser ces deux pistes. Ça, c'est les travaux notamment d'Alvaro Pires. Alors, si on regarde la première piste interprétative, la recherche telle qu'elle est pratiquée ne permet pas de rendre compte de l'intervention des praticiens. Que disent ces auteurs? Ils disent la recherche s'enlise dans le modèle traditionnel, qui est très inspiré par le positivisme, et qui veut que les chercheurs, de leur côté, mettent à disposition des praticiens les sciences et les connaissances fondamentales et appliquées, d'où les praticiens vont tirer des techniques de diagnostic et de résolution de problèmes. Et de leur côté, les praticiens vont alimenter les chercheurs en problèmes identifiés sur le terrain, et que les chercheurs vont étudier pour vérifier la pertinence de leurs hypothèses et l'utilité des sciences et des connaissances qu'ils ont produites dans le but de les améliorer. Et ainsi se perpétue l'idée que la science produit la connaissance et que la pratique applique la connaissance. Sauf que pour de nombreux praticiens, et il y en a un certain nombre dans la salle, je pense que ça va faire écho à votre pratique, en tout cas ça fait écho à la mienne, une telle recherche oblige à recourir à des instruments standardisés, à des modèles figés, qui ne sont ni adaptés au contexte d'action du travail social, qui se caractérise par l'incertitude, et ça ne s'est pas non plus compatible avec les exigences d'une pratique qui se situe dans une démarche dynamique de changement. Par ailleurs, cette approche dénie aux travailleurs sociaux le fait d'être producteurs de savoir, et elle entretient cette dichotomie entre recherche et science d'un côté et pratique de l'autre. On va voir la deuxième piste interprétative, puis on verra ce que ça signifie de les intégrer dans la discipline. Alors la deuxième piste, c'est l'idée que les objets d'intervention des travailleurs sociaux sont prédéfinis. Alors ils le sont de plusieurs façons, mais je vais attirer votre attention sur deux façons de prédéfinir les objets. D'abord, les concepts institutionnels. C'est quoi? C'est des concepts qui sont produits par des chercheurs, par des scientifiques, par des intellectuels, et qui sont adoptés par des institutions. Par institution, il ne faut pas entendre l'association de protection de l'enfance. Ça peut être l'institution judiciaire, la protection de l'enfance. Vous voyez, ça peut être... Et à partir du moment où ces concepts sont adoptés par une institution, ils vont acquérir un caractère normatif. Ils vont devenir une norme. Et une norme, ça s'impose. Ça s'impose sur l'organisation et les fonctionnements institutionnels et sur les pratiques professionnelles. Et puis, il y a une deuxième façon pour prédéfinir les objets des travailleurs sociaux, ce sont les normes constitutives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une norme, normalement, c'est une règle, et une règle, ça réglemente quelque chose. Par exemple, le code de la route, ça réglemente une activité qui est la conduite. Mais la conduite préexistait au code de la route, et si vous enlevez le code de la route, la conduite automobile continue d'exister. Une norme constitutive, c'est une norme qui non seulement réglemente, mais constitue l'activité. Un exemple, les règles du jeu d'échecs. Si vous enlevez les règles du jeu d'échecs, il n'y a plus de jeu d'échecs. Le jeu d'échecs et les règles du jeu d'échecs ne sont qu'une seule et même chose. Eh bien, les normes constitutives, il y en a énormément dans les sociétés, dans nos institutions. Et ces normes créent des réalités institutionnelles nouvelles, propres, des nouveaux pouvoirs, font appel à un langage. Et à travers les concepts institutionnels et les normes constitutives, par le cadre rigide et contraignant qu'elles forment, ces prédéfinitions enferment les travailleurs sociaux et restreignent leur possibilité d'intervention, en limitant de façon significative leur possibilité d'envisager des pistes de réflexion, d'élaborer des hypothèses et de produire des analyses. On est dans un cadre contraint. On pense les choses à travers des normes, des concepts, etc., y compris dont on n'est pas conscient. Et du coup, il y a des modalités d'intervention qu'on ne peut même pas, qui sont des points aveugles, qu'on ne peut même pas envisager. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire pour une discipline de prendre en compte ces deux pistes? Prendre en compte la première piste, c'est-à-dire l'idée que la recherche telle qu'elle est pratiquée ne permet pas de prendre en compte l'intervention des praticiens, ça voudrait dire repenser profondément les rapports entre la recherche et la pratique. Il faut les défaire de toute forme de hiérarchie. Il
faut sortir de cette dichotomie, avec des savoirs qui produisent des chercheurs, la science qui produit des mains, puis les autres qui appliquent. Il faut sortir de ça. Et si on prenait en compte la deuxième piste, si les objets d'intervention des travailleurs sociaux sont prédéfinis, ben ça signifierait favoriser le développement d'une recherche qui s'attache à accompagner les praticiens pour leur permettre déjà d'identifier ces prédéfinitions, d'en prendre conscience, de mettre en évidence les effets de ces prédéfinitions sur leurs interventions et leurs pratiques, et de faire évoluer les pratiques en conséquence. Dans les deux cas, ça suppose de trouver les moyens d'établir une relation de réciprocité entre les différentes formes de savoir, et donc de sortir de la dichotomie qu'on a vue auparavant. Je conclurai en disant qu'au fond, ce que suggèrent ces deux pistes pour la discipline, c'est de placer au cœur de ces préoccupations l'intervention des travailleurs sociaux et leurs pratiques. Parce que si la discipline ne met pas ça au cœur de ses préoccupations, elle risque tout simplement de ne pas pouvoir rendre compte pleinement de ses interventions et de ses pratiques. Et si elle ne rend pas compte pleinement de ses interventions et de ses pratiques, si les travailleurs sociaux ne retrouvent pas leurs interventions et leurs pratiques dans les travaux produits par la discipline, ils ne se retrouveront pas dans cette discipline, ils ne se reconnaîtront pas à travers cette discipline. Et alors, ils seront probablement pas davantage reconnus. Je pense même qu'on peut avoir des processus de rejet de la discipline. Donc une discipline travail social qui serait rejetée par les travailleurs sociaux. Voilà, j'arrête la représentation. Merci Xavier. Et on passe à la dernière présentation qui va être faite par Alan. Ton micro peut-être non, oui, on n'a pas de son pour le moment. Alors, voilà, mon micro est activé. C'est bon. Est-ce que là, vous avez mon partage? Non. Oh. Quand tu fais partager, Ah, ça y est. Ça y est. It's good? Oui. Ouais, en fait. Ok, donc là, du coup, je vais plus vous voir, mais c'est pas grave. Donc, bonsoir à tous. Donc, j'ai pas le plaisir d'être parmi vous physiquement, malheureusement, j'ai pas pu, mais je vais essayer de faire mon mieux à distance. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent faire une thèse, alors voilà par où je pense que l'on doit passer. Comment? Non, je ne vais pas leur parler des séances chez le psy et puis des anxiolytiques, ça je ne le dirai pas. Mais en ce moment, donc, je suis en plein cheminement en vue de ma thèse et j'en suis à l'étape de déconstruction pour pouvoir nourrir mon futur projet de thèse. Donc là, ce que je vous propose, c'est un travail qui s'intitule « La radicalisation entre disciplines, cadres théoriques et méthodologie en Amérique du Nord et en Europe ». Et donc, je suis Anna Bousseta, donc je suis doctorante à l'école doctorale libre de l'IRTS de Parmentier et à l'Université de Montréal en travail social. Je suis également membre étudiante chercheur de l'Observatoire des profilages, dont Céline Bello, qui est parmi nous, est la directrice. Et je suis membre du conseil scientifique de l'IRTS, où je représente la cohorte des Français au Canada. Donc là, ce que j'ai choisi de vous proposer d'abord, c'est que les travaux que j'ai réalisés dans le cadre du doctorat, donc depuis septembre 2021. Donc j'ai commencé par la rédaction d'un chapitre méthodologique sur la pratique des travailleurs sociaux en contexte d'injonction, donc toujours sur la thématique de la radicalisation. Ensuite, j'ai travaillé autour d'un essai sur l'éthique, parce que j'ai eu un choc culturel entre la France et le monde anglo-saxon sur la question d'éthique. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qui a nourri en moi des questionnements qui ne m'avaient jamais percuté. Et donc, ce choc m'a donné envie d'approfondir cette question. J'ai ensuite travaillé sur la théorie de l'interactionnisme symbolique appliquée sur le terrain de la prévention spécialisée, où j'ai travaillé en tant qu'éducatrice de rue pendant 16 ans. Ensuite, j'ai travaillé sur les politiques sociales, donc j'ai travaillé sur les politiques publiques de radicalisation avec un écrit que j'ai intitulé « Quand les politiques de maintien de l'ordre basculent vers le profilage social et racial ». Ensuite, j'ai fait un dernier travail au mois de mai dernier sur les enjeux éthiques dans la recherche
et dans l'intervention sociale en matière de radicalisation. Donc là, je vais placer le préambule et la contextualisation de mon sujet de recherche actuel. Donc le premier marqueur, ce sont les attentats de New York du 11 septembre 2001. Donc, à partir de cette date, on a un développement important de la littérature académique et scientifique autour de la notion de radicalisation. Donc cette notion, elle est utilisée dans des contextes très différents, médiatiques, politiques, scientifiques, et mon choix, c'est de l'étudier sous l'angle du djihadisme. Donc il y a plein de radicalisations différentes, et moi je travaille sur la question du djihadisme, je vais le préciser juste après. Le second marqueur, ce sont les attentats de Madrid et de Londres. Donc en 2004 et en 2005, avec l'émergence du homegrown terrorisme, qui signifie le terrorisme domestique. Pourquoi ce second marqueur? C'est parce qu'il y a un changement sociologique sur les auteurs des attentats, qui, contrairement au 11 septembre, ces auteurs sont des personnes qui ont grandi dans les pays dans lesquels ils posent des bombes. Et donc, au niveau académique et scientifique, il y a un basculement où on passe du pourquoi au comment les personnes se radicalisent. Donc, quelques mots sur le djihadisme. Donc, le djihadisme se distingue des autres formes de terrorisme nationaliste, comme le terrorisme basque, corse ou d'Irlande du Nord, ou régionaliste, ou encore biologique, notamment, je donne un exemple sur le mouvement anti-avortement aux États-Unis, car il met en jeu les ressorts anthropologiques, sociologiques, politiques, économiques et psychologiques du monde moderne. Je n'ai pas non plus abordé la radicalisation positive, parce qu'elle existe aussi. Alors, ma première partie, ce sont les disciplines engagées dans l'étude de la radicalisation. Au départ, les trois disciplines qui traitaient de cette question étaient la psychologie, la sociologie et la criminologie. Mais rapidement, des approches transdisciplinaires ainsi que des sous-disciplines se sont développées afin d'étudier des aspects qui étaient négligés ou occultés. Donc j'ai deux exemples. Par exemple, là où les premières théories psychologiques traitaient le terrorisme comme un produit de la psychopathologie, la vérification empirique par des évaluations cliniques a remis en question cette hypothèse. Ensuite, lorsque la pauvreté était considérée comme une cause profonde du terrorisme, donc d'un point de vue sociologique, les données démographiques sur les djihadistes dans le monde ont révélé que ceux qui sont impliqués dans le terrorisme appartiennent souvent à la classe moyenne. Ensuite, la disqualification des approches psychologisantes dans la détermination d'une personnalité terroriste n'a fait qu'accentuer ce virage vers une analyse processuelle des logiques d'engagement dans l'action terroriste. On retrouve de nombreuses études qui démontrent l'absence d'un profil type ou d'un parcours type d'engagement dans la radicalisation violente. Et les chercheurs envisagent désormais des facteurs contextuels, circonstanciels, relationnels, qui entrent en ligne de compte entre les trajectoires individuelles vers la violence politique clandestine. Et ce type d'analyse renvoie à une perspective théorique plus microsociologique, en intégrant les contextes sociaux, les réseaux personnels et les réseaux d'influence. Donc il y a beaucoup de sociologues qui se tournent vers la psychologie sociale pour analyser le groupe radical en tant que tel, comme facteur de radicalisation, ou vers la psychanalyse pour appréhender la subjectivité des personnes engagées dans des organisations qui légitiment ou qui réalisent des actions violentes. Je propose aussi deux grands débats sociologiques nord-américains et européens qui ont beaucoup occupé l'espace médiatique, avec Bruce Hoffman, qui est partisan du leaderless djihad, qui signifie le djihad avec leader, et Mark Sajman, qui lui, au contraire, est partisan du leaderless djihad, c'est-à-dire le djihad sans leader. En France, on a un débat qui oppose les islamologues, avec d'un côté la thèse de Gilles Kepel, qui soutient une radicalisation de l'islam, donc en soutenant que la violence est inscrite dans les textes sacrés, contre celle d'Olivier Roy, qui lui soutient une islamisation de la radicalité. Alors, au niveau des théories, dans un rapport pour l'armée américaine, Crosset et Spilatella déclarent qu'il existe 16 théories proposant une lecture des causes sous-jacentes de la radicalisation, et ça c'était en 2010.
Donc ces théories s'appuient exclusivement sur la sociologie et la psychologie. Mais il en existe un nombre considérable si l'on croise toutes les disciplines, d'autant plus que le phénomène est en constante évolution, ce qui implique un risque de remise en question de l'exploitation des données qui reviennent caduques ou qui sont réinterrogées après 1 ou 2 ans. Les djihadistes renouvellent rapidement leur mode d'action. C'est pourquoi les leçons qui sont apprises et qui sont diffusées dans les médias ne bénéficient pas uniquement aux services de renseignement, mais aussi aux radicalisés qui, au nom de la guerre sainte, vont venir modifier leur modalité d'action. Donc là, j'en ai souligné 16, j'en ai présenté 16 que je ne vais pas lire ici, mais moi, je me suis appuyée dans mon travail sur 4 approches théoriques: l'approche interactionniste, les approches théoriques des mouvements sociaux, la théorie du cadrage et la théorie des conversions. Ensuite, dans un second temps, j'ai travaillé autour des différents modèles, donc la modélisation de la radicalisation menant à la violence. Et là, j'ai choisi 5 modèles qui sont les plus répandus au niveau international, que j'aurai pas le temps de présenter bien sûr ici. Mais ce que je souhaite souligner, c'est que les approches théoriques et disciplinaires viennent s'invalider les unes aux autres. Et la grosse difficulté, c'est que les recherches empiriques restent très limitées dans l'étude de la radicalisation. Je pense qu'il est important de s'ouvrir entre disciplines et entre acteurs qui n'ont pas pour habitude de travailler ensemble. Donc il y a des frontières entre le champ du social et le champ et le domaine sécuritaire, par exemple. Donc je pense aux services de renseignement, à la police, à l'armée, à l'éducation, à la santé, aux prisons et aux chercheurs en sciences sociales pour que on puisse partager sans ambiguïté une compréhension des processus de transformation qui précèdent les actes terroristes pour pouvoir, de façon pluridisciplinaire, les anticiper et les prévenir. Au niveau des approches méthodologiques, en 2013, Newman et Kleeman publient une étude qui est portée sur l'évaluation de la qualité des recherches sur la radicalisation. 34% des études recensées manquaient de rigueur, soit méthodologique, en termes de procédure, ou soit empirique, en termes de données. 74% ont utilisé des méthodologies qualitatives contre seulement 20% en quantitative. Et d'après eux, sur les 74%, il n'y en a que 26 qui font l'objet d'une haute rigueur. La plupart des études recensées se concentrent sur la description d'individus radicaux, soit à partir d'entretiens, soit à partir d'observations, ou les deux. Et soit aussi à partir de données secondaires issues de sources officielles et non officielles, type des signalements, type des condamnations dans les tribunaux, etc. Et donc cette seconde approche est de loin la plus répandue. J'ai recensé donc 3 méthodes et plusieurs approches. Donc dans les 3 méthodes, on a la méthode qualitative, on a la méthode quantitative et on a la méthode mixte qui allie les deux précédentes. Et au niveau des approches, donc j'ai étudié entre 40 et 60 études, 60 recherches, et donc les principales approches étaient autour des études de cas, des approches biographiques, des approches par trajectoire et des récits de vie. Alors, je ne peux pas faire une présentation sans passer par l'éthique, et donc la grosse différence entre la France et le monde anglo-saxon se situe au niveau des comités d'éthique de la recherche en sciences humaines et sociales. Ils existent aux États-Unis depuis 1981, au Canada depuis 1998 et en Angleterre depuis 2005. Mais ils n'existent pas aussi formellement en France et commencent juste à apparaître dans les recherches qui sont financées par les institutions européennes. Au Québec, les comités d'éthique de la recherche ont pour mission de s'assurer que les participants ne courent pas de risques indus au cours des recherches et que leur participation est libre et volontaire et qu'ils ont eu à leur disposition l'ensemble des informations leur permettant d'exprimer un consentement libre et éclairé. Je vais finir par les limites et les obstacles méthodologiques dans l'étude de la radicalisation. Donc j'en ai cité 6. La première, c'est la limite terminologique. Donc ce que je veux entendre par là, c'est qu'il y a une absence de consensus sur la notion de radicalisation, que ce soit dans le monde académique, médiatique ou politique. Or, la façon dont on définit une problématique a un impact important sur son approche, sur sa résolution, sur les décisions et les orientations politiques, et sa définition comporte également des enjeux relevant hautement idéologiques.
La seconde limite, c'est la limite analytique. C'est un phénomène qui est très complexe, qui est exploré par une variété de points de vue disciplinaires. Et la première limite, selon moi, c'est l'absence ou la rareté de corrélation entre les modèles, car chaque scientifique cherche à se distinguer par la revendication d'un nouveau paradigme qui dépasse les précédents et qui fait preuve d'amnésie. La troisième limite est empirique. Donc l'étude de radicalisation menant à la violence confronte les chercheurs à des problèmes d'accès au terrain. L'accès à des données de première main s'avère particulièrement difficile pour plusieurs raisons. D'abord par le caractère illégal de la violence. Comment, en tant que chercheur, accéder à des terrains qui sont minés, qui sont dangereux ou qui sont sensibles? Comment identifier ou localiser des acteurs qui sont impliqués dans la radicalisation menant à la violence? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un chercheur est témoin d'activités illégales ou s'il est engagé lui-même dans des pratiques illégales contraintes par le rôle qu'il occupe sur le terrain? Ça, c'est des questions qui me semblent très importantes. Ensuite, par rapport au terrain sensible. Le terrain sensible engage des difficultés autres pour le chercheur que celles de la mise en danger de soi. C'est-à-dire que les acteurs ou les organisations qui sont impliquées dans la radicalisation peuvent placer le chercheur dans une situation de parti pris. Il n'est pas toujours en capacité de pouvoir vérifier les informations qu'il reçoit, ni de maîtriser son rapport affectif, son rapport éthique, son rapport politique, ou de contrôler sa distance pour préserver son sens critique. Ensuite, j'ai mis un point sur la question de la relation aux enquêtés, parce que ça peut induire une ambivalence insoluble dans la mesure où l'enquêteur peut se trouver malgré lui dans des situations de coopération avec l'enquêté et dans des compromissions, dans des pertes de repères à force d'empathie ou de compréhension. Et l'engagement de soi est le support de prédicat. Et donc le chercheur est parfois amené à exposer ses convictions personnelles, à se justifier, à mettre en péril sa relation de confiance en fonction de sa posture et de ses positionnements. Et la dernière limite, c'est la question de la diffusion des résultats. Et je m'arrêterai là. C'est un aspect important à penser dans la méthodologie, notamment sous le prisme de l'éthique, c'est-à-dire comment on sélectionne les informations à partager entre celles qu'on peut partager et celles qu'il vaut mieux protéger. Il faut parfois envisager de renoncer à certaines informations parce qu'elles risquent de briser la confidentialité ou pire, elles pourraient nuire aux participants. Et donc ne pas penser à l'éthique dans l'interprétation ou la diffusion des résultats peut être dangereux, voire mortifère, avec un risque de déformation, de minimisation ou de refus de la parole. Et je vous remercie pour votre attention et votre écoute. Eh bien, merci à tous les quatre. Céline, peut-être que tu veux faire un petit commentaire avant de passer la parole à la salle. Oui, ben, en fait, dire que ces projets ont l'air fort intéressants, en fait, dans ce qu'ils sont, ben, mérite à les concrétiser avec toutes sortes de défis, à la fois, je dirais, théoriques, empiriques, éthiques aussi, dépendamment des sujets. Mais il y a absolument là matière à développer des thèses fort pertinentes et fort intéressantes, tant pour le Québec que pour la France. Merci Céline. Poser des questions. Merci Oui, Céline. ben je me lève et je vais aller dans la salle et je vais étendre le micro à qui veut, à qui a une des questions. Merci de préciser à qui vous la posez. Très rapidement. Oui, bonsoir. Moi, je voulais poser une question par rapport à Mayotte et à la prévention du décrochage scolaire qui a été mis en place là-bas. Et puis, éventuellement aussi, s'il y avait une santé scolaire. Voilà. Du coup, on répond Léla au fur et à mesure? Oui, on répond au fur et à mesure, en sachant Xavier, il est quelle heure? On a 45 minutes environ de questions-réponses? Parfait. On répond tout de suite, parce que je pense que comme vous êtes 4, ça va être plus simple de répondre au fur et à mesure.
Bon, je vais essayer d'être concis. Bien sûr, hein, il y a des actions, des travaux de prévention qui existent à Mayotte. Cependant, le défi est colossal. Hein, c'est-à-dire qu'au regard du nombre de naissances, plus de 10 000 par an, il faudrait créer une classe chaque jour. Le rectorat qui a fait un travail colossal sur ces dernières années en scolarisant plus de 70% des enfants qui n'étaient pas auparavant, a du mal à suivre le rythme de naissance pour la construction des classes. Ce qui fait qu'il y a certainement autre chose à imaginer en complémentarité de ce qui existe déjà sur le territoire. Et puis pour finir sur la partie de la santé scolaire, il existe des infirmières diplômées d'État à Mayotte et qui sont clairement en nombre insuffisant puisque les recrutements sont difficiles, les turnovers sont extrêmement importants et les personnes qui viennent s'inscrire à Mayotte restent 1 an ou 2, ce qui fait qu'on est dans un éternel recommencement. Voilà. Oui, bonjour Anna. Donc c'est Aude Besman. J'ai une question sur... tu as parlé de radicalisation positive, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Alors oui, la radicalisation positive, je pense en fait à toutes ces luttes qui ont permis de faire en sorte que la société avance. Je pense par exemple à Rosa Parks qui a refusé de quitter le bus, à tous ceux qui luttent qui ont des positions intransigeantes et qui luttent pour une avancée au niveau des droits des personnes qui sont oppressées. Donc je pense au droit de vote, je pense à la question de l'écologie, enfin le droit de vote des femmes, et avant ça sûrement le droit de vote des hommes. Et donc c'est dans ce sens-là la question de la radicalisation positive, c'est ce qui nous permet de pouvoir avancer en société en sachant que les actes qui sont posés sont des actes forts. Il y a parfois quand on voit mai 68, il y avait quand même pas mal de violence dans les rues, mais ça nous a permis de pouvoir avoir des avancées en termes de droits et de liberté. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos exposés vraiment intéressants. Je me permets 2 questions. Une sur Mayotte, qui est dans le prolongement de la précédente, sur un peu l'état du travail social justement à Mayotte et des ressources en termes de ressources humaines notamment. Et j'avais aussi une question pour Monsieur Florian sur la place de la recherche-action dans le paysage qu'il a décrit, qui, je crois, est plus mobilisatrice justement des travailleurs sociaux. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui se confirme et qui prend place dans la thèse développée? Et quelle est la place de ces objets un peu hybrides comme les démarches de consensus, donc je pensais à celle sur les interventions à domicile ou sur les besoins fondamentaux de l'enfant qui émergent pas vraiment de chercheurs mais de praticiens qui sont pas non plus forcément au niveau terrain et pas du travailleur social qu'on rencontre tous les jours sur le terrain non plus, donc qui est aussi un peu hybride. Merci. Xavier, je te laisse démarrer. Oui, il y a effectivement des hybridations, mais il y a des travaux qui sont faits qui, au-delà de ces hybridations, permettent effectivement à des professionnels de faire de la recherche, etc. Mais on reste quand même fondamentalement et très globalement dans cette dichotomie. Et par exemple, je citais dans le PowerPoint la Guylaine Racine, qui est une des professeurs à Montréal, et qui a travaillé sur la question du silence des travailleurs sociaux. C'est-à-dire que, y compris au Canada, où la discipline existe depuis très longtemps, où les travailleurs sociaux, il y a du doctorat en travail social, etc., les travailleurs sociaux restent silencieux sur leur pratique. Il y a plusieurs hypothèses là-dessus, sur la clandestinité de certaines pratiques qui, justement, par rapport à des concepts qui enferment le travail social, les travailleurs sociaux sont amenés à faire des choses qui ne sont pas autorisées, qui ne sont pas dans les clous, enfin, etc. Et tout ce que vous évoquez, c'est des tentatives, effectivement, de rapprocher le monde de la recherche et de la science du terrain. Mais on est encore loin du compte.
Et on a beaucoup de chercheurs qui regardent ces approches de façon assez méprisante et hautaine, en considérant que c'est pas vraiment de la recherche, etc. Et si moi, en ayant échangé avec les gens au Canada, cette problématique existe. Elle existe dans un pays où la discipline est présente. Donc, quand par exemple, il y a aussi des chercheurs qui sollicitent les travailleurs sociaux pour participer à des recherches, beaucoup de travailleurs sociaux considèrent dans ces moments-là qu'en fait, au fond, ils sont instrumentalisés, que les chercheurs ne viennent que chercher du terrain, et que c'est pour ça que les travailleurs sociaux les intéressent, c'est parce qu'ils ont le terrain, voilà. Et qu'on n'est pas dans une véritable réciprocité, et que les savoirs, les connaissances des travailleurs sociaux sont plus vus comme des expériences, comme des récits, mais pas comme des savoirs et des connaissances. On a cette question, bien sûr, aussi sur le savoir, des savoirs d'usage, des savoirs d'expérience. Vous savez qu'à l'IRTS, on a recruté 2 personnes qui aujourd'hui nous aident et apportent leur savoir d'expérience. Xavier, je propose que pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu complètes, tu fasses un peu ta biographie, sinon c'est incompréhensible. Oui, parce que je parle de l'IRTS parce que je suis président de l'association qui gère l'IRTS. Donc, ça fait partie des questionnements. Voilà. Mais voilà, et donc, il y a des hybridations, il y a des métissages, il y a des tentatives, mais on est encore quand même bien loin du compte, alors que dans les sciences humaines et sociales, au sens large, clairement, il faut qu'on avance vers une articulation et une réciprocité entre les savoirs académiques, qui ont toute leur place. Il ne s'agit pas de dire que les savoirs d'expérience, les savoirs professionnels sont supérieurs, mais il faut vraiment faire un dialogue, il faut avancer beaucoup plus loin. Et mon vœu pieux, ce serait de dire de faire de la contrainte qui est la nôtre, je suis désolé, je suis un peu... de faire de la contrainte qui est... On est un des derniers pays à part en discipline, en travail social, on est un ovni de ce point de vue-là, et d'essayer d'en faire une opportunité. Puisqu'on est un des derniers, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éviter les écueils des autres? Voilà. Notamment sur ce sujet. Pardon, excuse-moi, Darlan, excuse-moi, je suis désolée. Je veux juste appuyer sur ce que dit Xavier, pour avoir fait justement l'expérience de l'alliance de la recherche et de la pratique dans un dispositif expérimental. C'est exactement tous les enjeux auxquels on a dû faire face. C'est essayer. Alors, les chercheurs étaient dans une posture où, effectivement, c'est exactement ce que tu décrivais. On vous dit de quelle manière on a élaboré autour de la question que vous allez mettre en pratique. On vous donne les outils, maintenant vous la mettez en pratique telle qu'on vous l'a demandé. Sauf que nous, arrivés sur le terrain, c'est pas possible. Il y a des choses qui se sont avérées impossibles à mettre en pratique, et les retours et les échanges sur la légitimité du travailleur social à remettre en question le chercheur dans son élaboration qui pensait être de toute façon la bonne pratique à mettre en œuvre. Et ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas eu justement le temps nécessaire d'échange, et c'est ce que j'ai regretté, c'est ce qui fait aussi finalement que j'étais moi-même poussée à me dire, en fait, en tant que travailleur social, j'ai peut-être cette légitimité de parole, d'expérience vécue, pas qu'en tant qu'observateur, mais en tant que praticien, auprès de ces personnes-là, à justement pouvoir élaborer autour de ces questions-là, parce que je les ai vécues, et comment est-ce que finalement on arrive à les retranscrire et à donner, à montrer qu'on a les compétences en tant que travailleur, à s'autoriser en tant que travailleur social, à se dire j'ai les compétences pour élaborer autour de mon expérience, des expériences des personnes que j'ai accompagnées, et de pouvoir les théoriser un petit peu et voilà, en faire quelque chose de transmissible aux autres. Donc c'était juste pour appuyer sur ton truc, que j'ai trouvé très intéressant. Je voudrais simplement, les personnes qui prennent la parole, peut-être qu'elles peuvent dans 2 mots se présenter pour que l'on comprenne également d'où vient la question. Désolée pour les précédents. Oui, alors sur l'étape du travail social à Mayotte, moi je dirais que ça dépend avec quelles lunettes on regarde cette affaire-là. Si on parle du travail social communautaire, il a toujours existé, il y a toujours eu à Mayotte, avant la départementalisation, avant la colonisation, des logiques de solidarité communautaire, des logiques de régulation sociale par les chefs de village, par des personnes qui avaient une autorité spirituelle, religieuse, par la communauté villageoise qui venait en soutien des problématiques qui pouvaient être rencontrées par les uns et par les autres, que ce soit les adultes ou les enfants. Si on parle du travail social tel qu'on le connaît
en métropole, il est à ses prémices, il est à ses balbutiements, puisque les travailleurs sociaux, les premiers travailleurs sociaux formés à Mayotte datent de moins de 3 ans. On est actuellement à la première promotion de Café Ruiz qui est en cours, une promotion DIS qui devrait se mettre en place. Des recherches en travail social existent à Mayotte, mais encore, on va dire, peu nombreuses par rapport aux enjeux du territoire et par rapport à ce qu'on peut trouver en métropole. Et pour finir, la question de l'attractivité du territoire qui rend difficile la venue de travailleurs sociaux diplômés et leur fidélisation au sein de ce département. Merci. Merci. Bonsoir, je suis Marie-Laure Charbonnet, je travaille à la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la ville de Paris et je suis conseillère technique dans le domaine du travail social. Et j'avais une question pour Mayotte, désolée pour le nom. Je voulais savoir comment se saisit la société civile face au non-respect des droits à la scolarisation. Est-ce qu'il y a des collectifs d'habitants, est-ce qu'il y a des associations? Qu'est-ce qu'on fait en fait, concrètement face au fait qu'il y a toute cette jeunesse qui n'a pas accès à la scolarité, à l'instruction? Que fait la société civile voilà, dans ce champ? Alors, effectivement, ça nous semble en fait complètement incohérent, voire scandaleux, que des enfants ne soient pas scolarisés dans n'importe quel territoire de France. Pour répondre à cette question, il faut revenir à l'histoire de Mayotte et à la séparation des îles. Les premières restent indépendantes et l'autre, Mayotte, restant dans le giron français. La plupart des enfants qui ne sont pas scolarisés sont des enfants qui arrivent des autres îles, qui ont fait le voyage migratoire vers Mayotte. Et donc, il y a une tension politique qui amène une milice, tout un pan de la population menée par des collectifs qui considèrent que ces enfants ne sont pas les leurs et qui n'ont pas à être scolarisés. Et ça peut avoir un écho favorable dans l'inconscient collectif, voire auprès d'une grande partie de la population. Donc ce qui semblerait comme étant scandaleux en métropole devient en fait une histoire d'immigration quelque part à Mayotte, puisque, et pour terminer, les Mahorais considèrent que si nous scolarisons tous ces enfants-là, il n'y aura plus de place pour leurs propres enfants. Si nous scolarisons tous ces enfants-là, la qualité du niveau scolaire s'en retrouvera dégradée. Donc il y a tous ces enjeux-là qui viennent, on va dire, perturber le débat de fond. Céline, tu as demandé la parole. En fait, peut-être juste pour dire, sans me poser une question, mais faire une remarque quelque part sur la manière dont on voit la recherche et comment elle s'inscrit dans notre doctorat. Parce qu'en fait, on voit à travers les 4 présentations à quel point les objets d'études qui sont en train de construire sont des objets qui sont aussi intéressants dans le développement des connaissances au Québec, comme en France, comme à Mayotte certainement. Donc il y a un intérêt à un avancement des connaissances, même si les territoires sont différents de ceux qu'on a l'habitude de documenter chez nous. Mais en même temps, de montrer aussi comment, dans la construction de ce doctorat, dans la manière dont il est porté à l'école, ça fait suite à la discussion qu'il y avait sur praticiens et recherche, il y a quand même cette volonté, on est une école professionnelle, donc on forme des professionnels, mais aussi on forme à la recherche, d'avoir et de développer la culture scientifique des professionnels, et aussi d'arriver à faire en sorte que des praticiens deviennent des chercheurs. C'est là l'ambition beaucoup de ces doctorats-là qui sont, que ce soit celui de l'école ou celui d'autres universités, c'est véritablement d'oser se parler de ce croisement-là, y compris dans notre réseau public, il y a des statuts et des postes de praticiens-chercheurs maintenant, ou de chercheurs qui sont dans les établissements, et c'est vraiment dans cette caractéristique-là qu'il faut comprendre le doctorat en travail social, beaucoup plus qu'un doctorat dans une autre discipline. Il y a vraiment l'accent, soit par le parcours des étudiants qui ont été des praticiens et qui se sont posés des questions et qui vont les nourrir à travers de la recherche,
soit parce qu'il y a des objets d'études qui sont sur la pratique directement, soit parce que, en toutes circonstances, en s'inscrivant dans cette discipline, on va avoir des méthodologies et on va attendre que les étudiants aient une réflexion sur les retombées de leur recherche, soit par des dispositifs de recherche-action, soit par des dispositifs de recherche partenariale ou participative qui sont forts. Et c'est ça qui nous distingue en fait des autres doctorats au Québec ou ailleurs. Et ça, je pense que les 4 présentations qu'on a vues ce soir, pour vous, témoignent de cela, à la fois dans leur parcours personnel, dans les objets d'études, puis dans le travail sur les retombées qu'auront leur doctorat. Voilà, c'est ça que je voulais dire un petit peu. Merci. Donc, bonjour, je suis Pascale Lafosse, je suis présidente de l'Association nationale pour le développement du travail social avec les groupes. Donc, je travaille pas mal avec l'UQAM, qui est chez vous. Moi, ce qui m'a intéressée, c'est plutôt, à travers votre présentation, c'est comment, tous les quatre, vous regardez votre sujet de recherche. Donc, vous vous posez... C'est incroyable. Voilà, oui. Donc, c'est comment vous regardez, en fait, chacun vos sujets de recherche. Et pour moi, la spécificité, quand même, en doctorat en travail social, c'est que vous ne pouvez pas faire l'impasse, ou j'imagine, du travail de votre propre application. Au sens de René Louraud. Comment, dans votre recherche, vous convoquez tous vos groupes d'appartenance et est-ce que vous arrivez à les travailler pour prendre de la distance et cette dimension éthique là dont vous avez parlé. Je suis en train de réfléchir en même temps, parce que ça m'interroge votre truc là. Donc est-ce que cette implication, vous avez un paragraphe, un sujet pour cette implication dans votre recherche? Ça s'adresse à vos 4. Alors, j'ai pas compris la fin de la question. Est-ce qu'on a un paragraphe sur la question de la distance et de la proximité? Alors, évidemment, c'est au cœur de la question. Enfin, c'est au cœur. C'est une des questions qui a à voir avec l'éthique, dont a parlé Anan. Mais la question du chercheur engagé, c'est une question ancienne. Et ça fait bien longtemps que, notamment les chercheurs de gauche, les chercheurs communistes, etc., ont travaillé sur cette question de la recherche engagée. La question étant jusqu'où va l'engagement. Mais si on prend par exemple ce qui a à voir aussi avec la question que vous aviez posée tout à l'heure, c'est des analogies qu'on peut faire, la question des épistémologies féministes et postcoloniales par exemple. Les épistémologies féministes, c'est celles qui sont nées aux États-Unis et qui ont amené les femmes américaines à dire toutes les recherches qui sont faites sur les femmes sont faites par des hommes. C'est pas qu'elles sont mauvaises, mais le point de vue des femmes, c'est pas le même point de vue. D'accord ? C'est pas la même épistémologie. Et donc, on revendiquait une épistémologie féministe, proprement féministe. Ça a inspiré les épistémologies postcoloniales, qui ont dit les colonies font des recherches post-coloniales, c'est-à-dire, mais qui sont toujours faites par des chercheurs du Nord, sur les pays du Sud, qui maintenant acceptent de regarder les savoirs des pays du Sud comme des savoirs ayant une valeur. Mais c'est pas la même chose qu'une décolonisation des savoirs et des connaissances. Et donc on a aujourd'hui des chercheurs qui revendiquent des épistémologies du Sud, qui revendiquent des épistémologies propres et le développement de savoirs des pays du Sud. Et donc on a imaginé un peu l'engagement de ces chercheurs. C'est-à-dire qu'ils revendiquent d'être membres des groupes qu'ils observent au nom de l'épistémologie et du savoir. Donc, on a aussi la question du fait que pour accéder à certains terrains, à certains groupes, il faut être membre du groupe. Vous avez des groupes qui ne vous acceptent que si vous êtes membre du groupe. Et donc, si vous n'êtes pas membre de ce groupe, vous ne pouvez pas faire recherche. Donc, cette question de l'engagement, moi je la lis en tout cas, la question de l'engagement, de la proximité, de la distance, etc., ce sont des sujets qui sont travaillés et
la réponse, moi, ce que j'ai eu jusqu'à présent, Céline pourra nous en dire plus, mais ce que j'ai eu jusqu'à présent, c'est dont acte. Il faut acter notre proximité, il faut acter notre distance, il faut mettre la lumière dessus, et il faut dire d'où on parle. Il ne faut pas penser que, que le chercheur peut être hors sol. Il est toujours engagé. Ne pas s'engager, c'est s'engager. C'est une forme d'engagement. La question, c'est d'en avoir conscience, de le nommer, de le dire aux participants, de le dire dans les travaux, de le dire dans la diffusion, et d'essayer d'être le plus lucide sur les effets potentiels que ça peut avoir. Et donc, de dire, voilà, je suis travailleur social et je fais une recherche sur le travail social et je fais une recherche avec des pairs, forcément, le point de vue d'où je parle n'est pas celui d'un sociologue, d'un ethnologue, d'un psychologue, etc. Dont acte. Mais il est un essai de compréhension renouvelée qui vaut aussi autant que celui de quelqu'un qui serait extérieur, entre guillemets, au terrain. Oui, faire une thèse, c'est faire des choix, en fait, des choix notamment épistémologiques. Donc, bien sûr. Si la réponse vous va, je propose qu'on passe... Bonsoir à tous. Yvan Grimaldi, donc je suis vice-président de l'IRTS Parmentier. Pardonnez-moi ce titre très pompeux. Et par ailleurs, je représente le collège professionnel à Parmentier, donc je suis un des dirigeants de la Fondation Larmusset. C'est plutôt une question pour mon camarade Xavier Florian. Il me titille beaucoup sur les conditions de création d'une discipline académique et je suis un peu dubitatif sur cette affaire-là. Parce que c'est vrai que c'est un vieux débat, quoi. Et je suis dubitatif à double titre. Dans ce que tu as présenté, on a l'impression d'une forme de... Enfin, le postulat de départ, c'est une forme d'homogénéité du travail social, alors qu'on vient tous de disciplines très différentes. Donc la question, c'est pourquoi on ne se maintiendrait pas dans cette pluralité des disciplines. Finalement, les éducateurs spécialisés qui sont légion dans le métier, pourquoi ils ne vont pas se référer aux sciences de l'éducation pour proposer leur concept? Et du coup, en quoi est-ce un problème d'être affilié aux sciences de l'éducation, dont je rappelle qu'elle-même a un doctorat, une discipline en France, et qu'elle a quand même un peu du mal à en vivre. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, moi je m'arrêterai à 2 points. Ancien élève du DSTS et non pas du DEIS, nous avions une tradition des praticiens chercheurs. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été produits. Je pense à Marie-Pierre Makiewicz et bien d'autres qui ont développé tout ça. Et donc, en quoi est-ce que ces produits de recherche avec peut-être parfois des concepts empiriques, donc s'ils sont empiriques, sont-ils scientifiques, j'en sais rien, mais on a produit des choses sur nos savoir-faire à partir du métier, peut-être s'affiliant à la praxis. On a des problèmes, on travaille, on cherche des choses pour résoudre nos problèmes, et après on écrit dessus. En quoi est-ce qu'on peut se sentir, comme tu le dis, avec l'aide de Pires, là, d'une certaine manière, objet de concepts prédéfinis par des disciplines exogènes, et on serait un peu contraint par la nécessité de rentrer dans des cadres prédéfinis par ces concepts. Moi, il me semble qu'on a produit des choses sur nous-mêmes, on les a écrites. Il y a une bibliothèque assez fournie je parle plus du DSTS, mais il y a bien d'autres formations. Et du coup, ma question, mais finalement, les conditions de scientificité du travail social, sous réserve encore une fois qu'il y ait une homogénéité de la discipline, est-ce que ça n'est pas simplement valoriser ces travaux qui existent et qui demandent à être autonomisés peut-être par des parutions et des publications, tu vois, plus médiatisées, quoi. Parce que ça existe, en fait. Voilà. Les bibliothèques en sont pleines de nos savoirs. Et ce ne sont pas tout à fait des savoirs cachés, me semble-t-il. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut complètement dissocier l'idée, à mon sens, de création d'une discipline et de la transdisciplinarité. Le fait de créer une discipline travail social n'enlève pas le fait qu'on va aller convoquer toutes les disciplines que convoque le travail social, la psychologie, la sociologie, l'ethnographie, le truc, le machin, l'économie, le climat, etc., etc. Pas du tout. Donc il ne faut pas mettre ça en balance en se disant si on crée une discipline travail social,
on ne convoque plus, on n'a plus recours aux autres disciplines. Okay, puisque justement, le travail social, comme les sciences de l'éducation, font partie de ces disciplines transdisciplinaires, c'est-à-dire qui convoquent plusieurs disciplines. Mais je vais te faire une réponse en patchwork, si tu veux. La deuxième chose, c'est... Je propose que ce ne soit pas trop long. Non, pas trop long. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a de la pluralité dans le travail social. Il y a du débat dans le travail social. Il y a des controverses dans le travail social. Il y a des disputes dans le travail social. Une discipline, c'est un cadre institutionnel qui permet que ces controverses, ces disputes, etc. puissent s'exprimer dans un cadre institutionnalisé, avec l'application d'une méthode scientifique et avec des objets de diffusion de ces travaux. Nos travaux, il y en a eu plein de travail social. Vas-y, ils sont où? Eh oui, quand tu vas, moi, pour te dire d'expérience, je découvre depuis un an ce que c'est qu'une discipline, et quand on ne l'a pas, on ne sait pas ce à quoi on passe. En un an, moi j'ai fait des formations tout au long de ma vie professionnelle, je suis à la fin de ma carrière professionnelle, en un an, j'ai plus appris sur le travail social qu'en 30 ans d'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, je finis avec ça, quand le travail social est apparu comme profession, comme métier, comme activité professionnelle, dans les pays nord-américains, ils se sont dit, mais c'est quoi ce machin? Ils se sont même posé la question de savoir si c'était une profession. Et ils se sont dit, oh là là, c'est compliqué, c'est multiméthodologique, ces trucs, il faut résoudre ces questions, il faut les aborder, il faut les traiter, il faut un cadre. Alors on va faire une discipline, on va appliquer une méthode scientifique. Et ça fait 100 ans que ça existe aux États-Unis et au Canada. Et vraiment, c'est surtout tordre le cou, je vais tordre le cou à l'idée que ça veut dire qu'on ne compte pas les autres disciplines. Mais on le fait dans un cadre qui permet que les débats propres au travail social s'expriment et on produit des recherches. Je voudrais finir juste avec... Je suis désolé. On connaît notre président. On a fait il y a quelques années un colloque sur la question du doctorat. À l'IRTS, on l'a organisé, mais on l'avait organisé au CNAM. Lena Dominelli, qui est une chercheuse, comme son nom ne l'indique pas, qui est anglaise, est venue. C'est quelqu'un qui est sociologue, docteur en sociologie et travailleuse sociale, docteur en travail social. Et qui nous a fait une intervention très courte et très brève. Et qui nous a expliqué que quand elle est sollicitée sur le terrain, en tant que sociologue, par rapport à une problématique particulière, elle vient sur le terrain. Elle mobilise les acteurs du terrain. Elle mobilise les outils, les concepts, les méthodologies de la sociologie. Elle produit, avec les acteurs du terrain, une analyse, des préconisations. Elle rend son rapport et elle s'en va. Quand elle est convoquée en tant que travailleuse sociale, docteur en travail social, sur la même problématique, elle vient, elle mobilise acteurs. Elle mobilise des concepts et des méthodes plus larges que la sociologie. Elle fait des préconisations et elle ne part que quand le problème social est résolu. C'est toute la différence. Il faut qu'on arrive à produire des recherches et des travaux propres au travail social qui n'est pas de la sociologie.